débuter l'audition. Donc, tout d'abord, je vous prie d'excuser Pierre Morange, coprésident de l'AMEX, dont nous recevons aujourd'hui Monsieur Jean-Yves Garnier, président, trésorier de l'Ordre des infirmiers, pardon, et Monsieur Yann de Kerguenec, directeur de l'Ordre. Voilà, pardon. Je pensais que mon collègue... je n'avais pas bien regardé. Donc, écoutez, si vous le voulez bien, nous allons vous écouter. Et ensuite, la rapporteure de ce dossier, enfin de l'HAD, vous posera des questions, vous poserez des questions, ou tu veux, voilà. Je peux peut-être commencer tout de suite déjà en m'excusant de la voix que j'ai, qui va pas tarder à se régulariser de façon chirurgicale. Ceci étant, si vous m'entendez pas, n'hésitez pas à m'interrompre ou à me reposer les questions. Nous, on vous a fait venir parce que ça nous semble extrêmement important. Aujourd'hui, on dit que l'hospitalisation à domicile, que le rôle pivot, c'est le médecin traitant qui l'a. Nous, dans ce qu'on a pu constater, on a été sur place également, on a trouvé que les infirmiers avaient aussi un rôle extrêmement important dans l'hospitalisation à domicile. Alors, on voudrait vous entendre là-dessus, ce que vous pensez justement du rôle des infirmiers, infirmiers salariés, infirmiers libéraux de l'hospitalisation à domicile, mais aussi avoir votre avis sur ce qu'est l'hospitalisation à domicile. Est-ce qu'à votre avis, c'est une bonne prise en charge d'un certain type de patients, entre des patients chroniques ou des patients, au contraire, qui vont aller vers une issue, soit hélas, on va dire fatale, soit au contraire, qui vont se rétablir? Comment faudrait-il faire pour pouvoir augmenter le nombre de journées en hospitalisation à domicile par rapport à l'hospitalisation classique, sachant que quand on compare la France à d'autres pays européens, on voit qu'on enregistre un certain retard quant à l'évolution de l'hospitalisation à domicile. Voilà, c'est un petit peu le panorama que je peux faire en préambule, et je voudrais bien déjà vous entendre par rapport à ces éléments-là. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, merci beaucoup de nous accueillir au sein de votre mission. Et puis merci donc effectivement de penser aux infirmiers et au rôle qu'ils peuvent avoir au sein de l'hospitalisation à domicile. Si vous nous le permettez, nous allons avoir un discours très franc sur ce que nous pensons de l'HAD, assez direct, et peut-être parfois le trouverez-vous peut-être peu mesuré, mais nous avons une expérience longue de l'HAD. Les infirmiers connaissent bien ces structures, et nous sommes un peu inquiets sur l'évolution des rapports que les infirmiers, notamment les infirmiers libéraux, peuvent avoir avec les structures d'HAD compte tenu des évolutions de ce modèle de prise en charge. Donc, il nous semble intéressant, dans le cadre de cette audition, de vous en faire part, et peut-être d'ailleurs, puisque vous vous êtes déplacé sur le terrain, en avez-vous aussi pris connaissance dans des échanges avec des infirmiers libéraux, pour que l'on puisse améliorer les choses, et que ce mode de prise en charge, que nous ne remettons absolument pas en cause dans sa philosophie ou dans sa logique, pas du tout, ce n'est pas du tout notre approche, puisse s'adapter à l'évolution de notre système, au rapport avec les autres acteurs existants de la prise en charge à domicile, et puis aussi avec les évolutions que sont ce qu'on appelle communément le virage ambulatoire. C'est une évolution vers davantage de prise en charge au domicile, dans les soins de ville des patients, compte tenu des évolutions des besoins de santé. Alors, nous, notre constat sur
l'hospitalisation à domicile, quelle est-il? On le sait réglementairement, il y a une définition de l'hospitalisation à domicile de manière générale et également une définition de l'intervention de l'HAD dans les établissements sociaux et médico-sociaux, cela plus précisément depuis le décret de 2012. Ces définitions de l'HAD, néanmoins, nous semblent trop vagues et entraînent des incompréhensions et même des inadéquations, voire une concurrence entre acteurs qui nous semble préjudiciable à la fluidité de la prise en charge et à la bonne adéquation de l'offre aux besoins. Dans la pratique, nous relevons, les infirmiers sur le terrain relèvent que les prises en charge en HAD ne sont pas toujours appropriées et que, selon eux, ils pourraient relever d'autres acteurs que sont les services de soins infirmiers à domicile ou les infirmiers libéraux exerçant en ville, donc dans des cabinets de ville. Je peux vous interrompre au fur et à mesure. Ce que vous dites là, c'est que vous considérez que dans un certain nombre de cas, l'hospitalisation à domicile n'est pas appropriée parce que c'est une structure trop lourde par rapport au cas des patients. On est bien d'accord. C'est dans ce sens-là. Oui. Moi, je suis infirmier libéral. Une touche, celle-ci, voilà. Oui, je suis infirmier libéral, j'exerce en Basse-Normandie et donc je travaille avec un service d'hospitalisation à domicile qui fait appel aux libéraux lorsque un certain nombre de patients, si vous voulez, rentrent chez eux. Et si on est l'infirmier libéral du patient, souvent ils font appel à nous parce qu'ils ont un petit volant de salariés, ils travaillent beaucoup avec les libéraux, c'est un choix. Toutes les hospitalisations à domicile n'ont pas fait ce choix-là. On s'aperçoit, si vous voulez, qu'un certain nombre de soins pourraient très bien sortir du cadre de l'hospitalisation à domicile. Par contre, comme on le disait tout à l'heure, si vous voulez, dans les prises en charge des patients, on a d'un côté les SIAD, on a de l'autre côté l'hospitalisation à domicile. Et où le bas blesse, c'est qu'en fin de compte, si vous voulez, souvent les SIAD sont dépassés sur le plan financier par la prise en charge du patient. Je m'explique. Aujourd'hui, un SIAD a un prix de journée d'environ 35 €. Sur ces 35 €, il doit payer son équipe d'aide-soignante, ses frais de fonctionnement, et payer également les soins infirmiers qui sont pratiqués par les infirmiers libéraux, parce que les SIAD n'ont pas leur propre équipe d'infirmiers. Donc on se retrouve avec des budgets, des fois, qui sont complètement dépassés. Si je prends des cas extrêmement fréquents, par exemple le diabétique, 2 fois par jour, 2 passages d'infirmiers dans la journée, ça représente quand même plus de la moitié du budget quotidien du SIAD. Donc il est bien évident, si vous voulez, que les SIAD ne peuvent pas tenir le coup, bon, avec des prises en charge qui sont aussi onéreuses pour eux. Et on se retrouve des fois dans des calculs quand même qui sont au niveau de la prise en charge quand même extrêmement contestables, parce que ce ne sont pas des choix de priorité au niveau de la prise en charge des patients, ce sont des choix économiques. C'est-à-dire que lorsqu'on propose d'inclure un patient en SIAD, souvent la réflexion du SIAD, c'est de dire cette personne a quoi comme soins infirmiers? Vous y allez une fois par semaine faire une prise de sang, bon bah ça va, ce sont des petits soins infirmiers, je le prends en charge. Si je lui dis qu'il a des pansements et qu'en plus j'y vais 2 fois par jour pour son diabète, alors là c'est sûr que je ne ferai jamais rentrer en SIAD, parce que le prix de journée n'est pas assez élevé, voilà, c'est trop cher. Après on se retrouve, si vous voulez, basculer dans un système qui est l'hospitalisation à domicile, où là évidemment on n'a pas du tout les mêmes tarifs au niveau de la prise en charge. Et si vous voulez, le patient, il aurait très bien pu rester en SIAD si la prise en charge avait été adéquate sur le plan financier, alors que là, on le propulse dans un système qui va être extrêmement onéreux, avec aussi des fois une débauche de moyens qui n'est pas forcément justifiée, puisque la prise en charge se passait très bien, le complément aide-soignante du SIAD, en collaboration donc avec les infirmiers libéraux, chacun effectuant son travail, il y a une coordination aussi au niveau du dossier de soins. Bon, la prise en charge peut être satisfaisante, mais elle ne peut pas l'être sur le plan financier. Vous voyez, donc on a de plus en plus affaire à cette problématique, et c'est vrai que le fait d'avoir inclus les soins infirmiers dans la prise en charge des SIAD pénalise les malades. Donc je ne sais pas si on ne pourrait pas réfléchir, si vous voulez, à externaliser les soins infirmiers lorsqu'ils sont relativement importants,
donc qu'il y ait une prise en charge globale d'un forfait sous les supérieurs, qu'il y ait 2 forfaits SIAD, par exemple, un forfait pour un patient qui a peu de soins et un forfait pour un patient dont les soins infirmiers seront quand même relativement importants. Ou sinon, garder un forfait SIAD, mais avec des soins infirmiers qui, du coup, pourraient être pris en charge par l'assurance maladie. Vous voyez, ça ferait une transition. Le problème, c'est qu'on a l'impression, si vous voulez, qu'on a un système qui est bien, mais qui n'est plus viable dès que la prise en charge est trop importante. Et là, on met en place une grosse armada, mais qui n'est pas forcément adaptée pour des cas qui, finalement, ne sont pas si lourds que ça. Vous voyez, entre les deux, il manque quelque chose. Il y a un état. En fin de compte, aujourd'hui, ce que vous nous dites, pardon, pour un certain nombre de patients, et pas pour tous, bien évidemment, il y a un certain nombre de patients qui sont pris en charge en HAD uniquement parce qu'ils coûtent trop cher pour un SIAD, et non pas parce que le SIAD ne pourrait pas faire. On est d'accord? Au niveau de la prise en charge des patients par le SIAD, si vous voulez, en général, ça se passe très bien. En plus, nous, les infirmiers libéraux, si vous voulez, nous travaillons avec des SIAD de proximité. Nous connaissons bien, il y a de la coordination. Bon, il n'y a aucune difficulté. Mais malheureusement, je dis, la sélection à l'entrée du SIAD, et c'est quand même dramatique pour les patients, elle est financière. Une autre, ça rejoint un peu ces problématiques, c'est le rapport de la Cour des comptes me montre que l'activité, la prise en charge principale par l'hospitalisation à domicile, ce sont les pansements complexes. Alors les pansements complexes, je trouve que, alors le chiffre c'est 25% hein, quand même de l'activité en 2014 de l'HAD qui est donc affectée à ce traitement des pansements complexes. Or, c'est un champ d'activité qui relève aussi de la compétence des infirmiers libéraux. C'est assez d'ailleurs intéressant lorsqu'on a une approche régionale parce que la région Languedoc-Roussillon est un bon exemple puisque c'est une région où il y a le plus fort taux d'infirmiers libéraux. On sait que les infirmiers libéraux ont fait des efforts dans leur répartition sur le territoire, mais ça n'est pas encore cela. Donc on a encore des régions, un héliotropisme qui existe avec donc une présence d'infirmiers libéraux particulièrement important en Languedoc-Roussillon. Et il se trouve que les HAD de Languedoc-Roussillon font 31% de leur activité sur les pansements complexes. Alors c'est encore plus, c'est très étonnant, c'est-à-dire donc on peut supputer un recouvrement, une concurrence en fait des acteurs, donc un défaut je dirais d'adéquation de l'offre aux besoins. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que la région Languedoc-Roussillon est une région qui a été pionnière dans le développement d'un réseau de télémédecine sur le traitement des plaies complexes. Vous avez voté dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 le financement sur le risque donc, de l'assurance maladie d'expérimentation de réseaux de télémédecine pour le traitement des plaies complexes. Réseau qui repose donc sur un système de téléconsultation d'experts hospitaliers, médecins, infirmières, en lien avec des infirmières libérales qui se rendent au domicile des patients donc, qui ont des plaies complexes et qui utilisent des tablettes qui permettent donc en direct de montrer l'état de la plaie et son évolution, puisque l'infirmier se rend très régulièrement au domicile du patient, et donc de procéder à une téléconsultation pour savoir comment traiter la plaie avec des personnes au sein du centre hospitalier de Montpellier, mais l'expérimentation a existé au même moment en Basse-Normandie, justement, sous le nom de TELAP. Et désormais, il y a 9 régions en France, dans le cadre de l'article 36 que vous aviez voté dans la loi de financement de sécurité sociale pour 2014, qui développent ce système. Alors, ça coûte 28 € la téléconsultation de télémédecine, donc prise en charge sur risque, et qui s'ajoute donc aux soins infirmiers qui sont nomenclaturés là-dessus. Donc il n'y a pas de structure, je dirais, il y a juste une démarche très souple, mais qui fonctionne bien et qui va très certainement se généraliser, parce que l'expérimentation que vous avez prévue, elle a évidemment comme objectif une généralisation, sachant que les pionniers ont vraiment maintenant une expérience en la matière. Alors, en matière de pansement complexe, on peut vraiment se poser la question
de la justification de l'adéquation de l'HAD. Alors, il ne s'agit pas de totalement nier le rôle de l'HAD en matière de pansement complexe. Il peut y avoir des cas où, d'abord, on a besoin de plusieurs intervenants pour vraiment traiter des plaies très complexes. Donc, c'est vrai que l'infirmier libéral, s'il est seul à domicile, peut peut-être pas le faire. Cependant, s'il a l'appui du SIAD avec une aide-soignante, l'aide-soignante, par délégation de l'infirmier, en présence de l'infirmier, peut tout à fait faire des gestes de soins sur des pansements complexes. Donc elle est dans son rôle, à condition qu'il y ait l'encadrement d'un infirmier. Donc ça, c'est possible. Et puis, il peut y avoir néanmoins un certain nombre de pansements complexes. On pense peut-être à des plaies tumorales qui peuvent justifier que ce soit l'HAD, parce qu'on est vraiment à un niveau de complexité, de risque qui peut tout à fait justifier. Donc il ne s'agit pas de bannir totalement l'HAD des pansements complexes, mais on peut vraiment se poser la question, au regard de cet exemple que l'on prend, de la justification systématique de la prise en charge en HAD. Donc ça nous amène un peu à penser que dans certains cas, il y a un dévoiement, enfin que décrivait aussi Jean-Yves Garnier, mais que peut-être il y a un dogme de la prise en charge en HAD. Il faut rappeler que la DGOS au ministère de la Santé fixe des objectifs aux ARS de développement de l'HAD, que les ARS fixent des objectifs via les contrats de pluriannuels d'objectifs et de moyens de développement de l'HAD. Donc on est dans une logique un peu, comment dire, d'indicateurs, de chiffres. Il faut faire du chiffre et ça amène peut-être à prendre en charge des patients qui... et je pense que c'est évidemment une des grandes préoccupations de l'AMEX, qui pourrait être prise en charge à un moindre coût dans le cadre d'une coordination de ville entre un SIAD et des infirmiers libéraux. Donc vraiment, on voudrait attirer cette attention. Et ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que ces inadéquations ont tendance à crisper les acteurs. Et qu'on sent l'ordre et le réceptacle, vous savez, de tous les signalements, toutes les difficultés que connaissent les infirmiers. Donc on reçoit énormément de remontées d'infirmiers qui nous demandent comment agir, parce qu'ils sont souvent liés par des conventions avec l'HAD. Ils voudraient dénoncer les conventions, ça va assez loin, parce qu'ils ont le sentiment que l'HAD, finalement, marche sur leur plate-bande, c'est entre guillemets, et prend des soins qui pourraient relever tout à fait des soins techniques infirmiers. Ça peut aussi avoir un effet assez néfaste, qui est que les infirmiers vont abandonner ou ne pas faire des soins techniques qui sont quand même leur rôle principal et vont se tourner vers le nursing. C'est souvent ce qu'on l'on trouve dans les régions du sud de la France où il y a quand même une surreprésentation d'infirmiers libéraux au regard de la population. Ils ont tendance à faire des actes finalement qui relèveraient davantage des SIAD et à abandonner les soins techniques à d'autres structures comme par exemple l'hospitalisation à domicile. Donc ça nous semble être aussi la cause de dysfonctionnement finalement du système, de mauvaise adéquation des ressources qui nous semble dommageable. Alors, il faut aussi ajouter autre chose, c'est que les infirmiers libéraux ont souvent parfois le sentiment d'une captation de leur clientèle à la sortie d'hôpital. C'est-à-dire qu'ils peuvent découvrir, par exemple en se promenant, vous savez, les infirmiers libéraux se déplacent beaucoup avec leur véhicule, évidemment, ils exercent essentiellement à domicile. Alors, ils passent devant le domicile d'un de leurs patients qui a été hospitalisé, puis là, ils voient la voiture de l'HAD. Qui est là. Et alors, ils apprennent comme cela que la personne est rentrée à domicile, mais qu'elle est prise en charge par l'HAD. Ça peut se justifier dans certains cas, il est évident. Mais là, on revient sur une problématique plus générale, qui est l'absence de lien entre l'hôpital et la ville, pas de lettre de liaison, pas d'information, ni du médecin traitant, ni de l'infirmier. Pardon ? Théoriquement, il doit y avoir une liaison entre l'hôpital, lorsque le malade est pris en HAD, ou le service d'HAD, et le médecin traitant. Après, le médecin traitant, qu'il ait une liaison avec l'infirmier libéral, il ne sait peut-être pas quel infirmier libéral suivait le patient précédemment, je ne sais pas. Souvent, les patients connaissent bien leurs infirmiers. On a quand même sous des témoignages de patients régulièrement où les patients nous disent on n'a pas eu le choix.
C'est-à-dire que moi, je voulais sortir de l'hôpital parce que j'en avais marre. Ça faisait X jours que j'étais hospitalisé. Et on m'a dit, de toute façon, vous ne sortirez que dans le cadre d'une prise en charge par l'hospitalisation à domicile. Si vous refusez, alors les gens disent, non, moi j'ai mon médecin traitant, je m'entends très bien avec lui, j'ai confiance. J'ai mon infirmière qui vient tous les jours chez moi, il n'y a aucun problème. Elle est disponible, elle pourra faire mes soins. Et à ces patients, on leur objecte, non, de toute façon, vous ne sortirez que dans le cadre de l'hospitalisation à domicile. Et souvent, c'est là que le bas blesse, parce que bon, le patient a quand même l'impression d'être un petit peu pris en otage. Il y a une forme de chantage, si vous voulez. Et nous, les infirmiers, bon, quelque part, si vous voulez, c'est un petit peu vexant, puisque on a pu s'occuper de cette personne-là pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et du jour au lendemain, on a l'impression d'être un petit peu sous-valorisé en disant, bon, ben, on n'est plus trop bon. Puis finalement, ils font appel à un autre service. Oui, je t'en prie. L'hôpital, normalement, si vous voulez, devrait aussi informer, parce qu'on on informe le médecin traitant. Bon, c'est pas toujours bien fait, mais c'est un petit peu dommage que l'infirmier soit laissé de côté, si vous voulez, parce que, bon, aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de DMP, tant qu'il n'y a pas de dossier de liaison, si vous voulez, on a ces difficultés-là. Travailler dessus prochainement, hein, je vous rassure, sur le data. Mais Rajouter aussi sur ce que disait monsieur sur les pansements, on a aussi des fois une problématique de prise en charge, qui est une problématique encore financière. Alors, je prends un exemple très simple, par exemple la thérapie à pression négative. Hein, c'est un système qui est breveté, si vous voulez, où on aspire des plaies. Bon, il y a un système un petit peu sophistiqué, mais qui n'est absolument pas compliqué. Bon, tous les infirmiers savent faire ça, à part que l'appareillage, si vous voulez, n'est absolument pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc, le seul moyen pour le patient, le soin puisse être pris en charge, c'est de le mettre en hospitalisation à domicile. Alors moi, je peux vous dire que c'est un exemple que je connais bien, puisque j'ai la chance chez moi de travailler quand même régulièrement avec l'hospitalisation à domicile. J'ai déjà fait des pansements comme ça pour le compte de l'hospitalisation à domicile. Si le matériel avait été pris en charge par l'assurance maladie, honnêtement, on n'aurait pas du tout eu besoin de l'hospitalisation à domicile, qui n'est jamais intervenue chez mon patient, puisque ils sont venus livrer tout le matériel. Moi, j'ai rempli le dossier de liaison, mais j'ai effectué tous les soins tout seul dans mon petit coin. Vous voyez? Donc, c'est là que des fois, bon, on se dit, avoir mis autant de moyens, avoir mis quand même, bon, financièrement, ça coûte quand même beaucoup plus cher que les soins que moi, les soins que je facture à l'assurance maladie, je facture exactement le même prix à l'hospitalisation à domicile. Mais l'hospitalisation à domicile ne facture pas le même prix à l'assurance maladie. Vous voyez, il y a une espèce de, quand même, de surenchère au niveau des prix qui n'est pas toujours justifiée pour un problème de prise en charge. On a connu il y a quelques années la même chose avec l'alimentation entérale, où les poches d'alimentation entérale n'étaient pas non plus remboursées par l'assurance maladie. Bon, maintenant, ça y est. Donc, on a des alimentations entérales que nous faisons à domicile, dans le cadre d'une sortie d'hôpital, sans faire appel à l'hospitalisation à domicile. Bon, il y a d'autres cas où le patient, finalement, exactement pour les mêmes soins, vous voyez, on fait exactement les mêmes soins, le patient est pris en charge par l'hospitalisation à domicile. Des fois, on se demande pourquoi, parce que c'est au niveau de la prise en charge et de la surveillance, c'est exactement pareil, et les infirmiers libéraux à effectuer ce type de prise en charge un peu spécialisée. À vous entendre, c'est un peu provocateur ce que je vais dire, mais c'est gentil, hein. Je suis infirmier moi-même, donc je vais ménager la profession. À vous entendre, l'hospitalisation à domicile n'aurait pas lieu d'être. Et pourtant, je crois quand même que si l'hospitalisation à domicile a été mise en place, c'est pour faire une continuité avec l'hospitalisation complète et arriver à faire des soins à domicile pour que le patient rentre chez lui. La question est, qu'est-ce que pour vous pourrait être de l'hospitalisation à domicile et de l'autre part les soins à domicile? Quelle différence vous pouvez faire? Je pense qu'il faut quand même avoir des prises en charge extrêmement lourdes. Bon, quand on est dans des soins palliatifs, quand on est vraiment dans des fins de vie à domicile où il y a besoin, en plus d'une surveillance et de soins infirmiers, d'une surveillance médicale. Donc là, on retrouve dans le cadre de l'hospitalisation à domicile une certaine coordination au niveau des soins. Bon, des fois, cette coordination, elle peut être faite, par exemple,
mais malheureusement, ce n'est pas développé partout. On a aussi des réseaux de soins palliatifs, des unités mobiles. Moi, j'ai la chance d'avoir chez moi, autour de Caen, on a une unité mobile, donc avec des infirmiers qui se déplacent, des médecins aussi qui se déplacent pour évaluer la douleur. Bon, quand des patients, par exemple, ont des pompes à morphine, des choses comme ça. Et donc là, on a un cas de figure où il est pris en charge par l'hospitalisation à domicile, ou des fois, il ne l'est pas non plus, hein, pour la même prise en charge avec une pompe à morphine. Par contre, malheureusement, ce système d'unité mobile, évidemment, n'est pas non plus développé partout. Mais il ne faut pas croire, je sais que vous avez caricaturé, mais il ne faut pas croire non plus que nous tirons à boulet rouge toujours sur l'hospitalisation à domicile. Ce que nous voulons quand même faire remarquer, c'est que certaines prises en charge n'étaient peut-être pas toujours justifiées. Bon, notamment au niveau des plaies, par exemple, ça c'est quand même un sujet intéressant, parce que c'est vrai que les infirmiers aiment bien faire les pansements. Les infirmiers font beaucoup de formations au sujet de plaies cicatrisation. Certains même ont des DU, hein, beaucoup d'infirmiers ont passé des DU, plaies cicatrisation. Et ils se sentent aussi un petit peu frustrés parce qu'ils ont l'impression que la formation, l'expertise qu'ils ont pu acquérir avec le temps est contrebalancée par une prise en charge d'hospitalisation à domicile. Voilà, c'est quand même les remarques qu'on voulait faire, si vous voulez. Oui, si je peux me permettre, ça marche pas. Si. Votre question est très intéressante parce que justement, c'est vraiment, selon nous, la solution. Bon, voilà, nous, on a voulu vous montrer un certain nombre de dysfonctionnements que l'on constate, mais il ne s'agit absolument pas de jeter le modèle de l'HAD, mais au contraire de dire qu'il faut que l'HAD se recentre finalement sur le rôle et la plus-value qu'elle apporte. Et pour cela, il nous semble que c'est une suggestion que nous faisons, il faut repréciser, réécrire les conditions techniques de fonctionnement d'une HAD. En fait, le décret concernant les HAD date de 92. Bon, il est extrait à l'époque, c'était tout à fait différent. Puis on était dans les logiques des alternatives à l'hospitalisation. Je pense que si on a voulu attirer votre attention sur ces questions de problèmes de frontières ou de manque de fluidité dans la prise en charge de ville, c'est que peut-être il faut davantage que la question de l'alternative à l'hospitalisation se poser la question de maintenant on est dans le virage ambulatoire, donc comment on prend le mieux en charge les gens au domicile, voilà. Et parfois, évidemment que c'est l'HAD. Mais pour ça, il faut redéfinir, donc c'est réglementaire, il faut redéfinir un décret avec les conditions techniques de fonctionnement. Et dans ces conditions, c'est impératif qu'il y ait une obligation d'astreinte infirmière 24-24. Toutes les HAD aujourd'hui ne l'assurent pas, donc c'est pas possible. Il faut même qu'il y ait une astreinte médicale. Alors évidemment, on va nous dire que les modèles idéaux, parce qu'il y a des HAD qui fonctionnent très bien, c'est les grandes, hein, comme Soins Santé peut-être à Lyon par exemple, hein, qui va effectivement avoir l'astreinte infirmière, l'astreinte médicale, le service administratif 24/24, 7 jours sur 7 de réponse pour les aidants. Voilà. Mais alors, évidemment, il va falloir trouver un équilibre dans ces conditions techniques de fonctionnement, parce que si on met la barre trop haute, on va supprimer nombre de structures. Mais néanmoins, il faut aller vers un niveau d'exigence suffisant. Alors oui, c'est vrai que cela a un coût, certainement, et c'est la problématique toujours lorsqu'on met des normes. Et la plupart des responsables d'établissements de santé ou les fédérations hospitalières qui ont des structures d'HAD n'ont pas envie qu'on leur rajoute des normes, évidemment. Mais néanmoins, si on veut éviter les problèmes qu'on a soulevés, on ne voit pas tellement comment faire autrement que d'avoir des conditions techniques de fonctionnement bien reprécisées. Et puis, de la part des ARS, un travail sérieux, c'est-à-dire des visites de conformité et des contrôles a posteriori. Il n'y a que comme ça, malgré tout, que... alors, visite de conformité et contrôle a posteriori, ça ne veut pas dire qu'on va retirer l'autorisation. Ça veut dire que parfois, on peut suspendre l'autorisation. Enfin, d'abord faire des remarques et donc donner un délai pour que la structure se mette aux normes. Et puis, éventuellement, suspendre l'autorisation. Ça, c'est arrivé à des établissements de santé. Pourquoi pas à l'AD? Comme il y a une sorte... pardon, mais de dogme de développement de l'HAD, on a l'impression que les agences régionales de santé ont eu tendance à se dire le principal, c'est qu'on doit respecter les objectifs que nous a fixés la DGOS. Donc, alors, on fait alors, les CPOM, c'est pas suffisant.
c'est pour ça que nous, on est plus sur la recommandation des conditions techniques de fonctionnement, c'est-à-dire par décret, l'autorisation d'HAD, elle est conditionnée au respect de conditions techniques de fonctionnement. Et là, il y a un travail à faire sur qu'est-ce qu'on y met. Effectivement, un équilibre est à rechercher, parce que si on augmente les normes de manière drastique, voilà, on va garder que les grandes HAD dont on connaît la taille critique qui leur permet de gérer un certain nombre d'offres de services satisfaisantes, et les autres ne pourront pas. Donc il faut évidemment trouver un équilibre là-dedans. La deuxième chose, c'est qu'il faut absolument, mais ça je pense que vous l'avez largement évoqué dans les auditions, c'est des études médico-économiques, en fait. C'est absolument urgent. Mais alors, surtout des études au regard des prises en charge dont on a parlé, des SIAD et des prises en charge par les infirmiers libéraux. Parce que, à la rigueur, le sujet, c'est pas de savoir si l'HAD est moins coûteuse que l'hospitalisation conventionnelle. Ça, je pense que c'est avéré. Bien entendu, c'est de savoir si elle est moins coûteuse qu'une prise en charge de ville, ce qui peut arriver peut-être, parce que évidemment, la ville, elle souffre d'un défaut de coordination. C'est indéniable. Voilà, c'est indéniable, on doit l'admettre. On ne peut pas décrire la ville comme la panacée. Les infirmiers libéraux le savent, ils le déplorent aussi. Peut-être que le mode de financement, leur organisation traditionnelle fait que la coordination n'est pas possible. Donc c'est indéniable qu'ils sont preneurs et recherchent une coordination. Et je crois que la loi de modernisation du système de santé apporte un certain nombre de réponses. Et parfois, pourquoi pas, l'HAD peut être l'outil de la coordination. Bien sûr, ça se passe comme ça dans certains endroits. Donc c'est satisfaisant. D'autant plus si, outre la coordination, l'HAD apporte aux professionnels libéraux, par exemple, des formations. Ce qui existe, hein, je crois, nous en parlions avec Jean-Yves Garnier, l'HAD, je crois que vous l'avez même cité tout à l'heure, hein, l'HAD vous a formé à certaines prises en charge notamment voilà, ces pansements complexes que sont les VAC, hein, c'est-à-dire les systèmes par pression négative. Donc c'est très favorable, évidemment. Mais voilà, les études médico-économiques, elles sont urgentes. Nous sommes un peu inquiets de finalement la lenteur des organismes. Alors, je sais qu'ils ont beaucoup de choses à faire, c'est un peu facile à dire, mais on se demande si voilà, la priorité n'a pas été donnée au développement de toute façon à tout prix de l'HAD, et sans prendre le temps de faire les études pour vérifier que le modèle que l'on préconise, que l'on veut développer, est bien plus économique que les autres. Voilà. Nous, il nous semble aussi que les quelques pratiques un peu agressives d'HAD qu'on a citées devraient être proscrites. Et pour nous, avec les ARS, il faut absolument qu'on arrive à avoir quand même une forme de régulation. La concurrence n'est pas saine entre les acteurs. Elle est vraiment, on doit pouvoir arriver à des formes de coopération. On a des exemples où ça fonctionne, donc il nous semble que c'est vraiment absolument indispensable d'aller dans ce sens-là. Moi, à ce niveau-là, quand vous parliez tout à l'heure des SIAD, des services de soins infirmiers à domicile, il me semble qu'il y a un écueil là-dessus, c'est que les SIAD sont autorisés pour une certaine capacité. Donc, même quand il y a des personnes qui relèveraient d'une prise en charge SIAD, le SIAD ne peut pas lui dire oui, tout simplement parce qu'il a dépassé il est déjà plein, quoi. Il a toute sa capacité déjà prise. Donc là, on a peut-être des modulations à trouver de façon à ce que les SIAD, avec les infirmiers libéraux, puissent prendre en charge plus de personnes en sortie d'hospitalisation, etc. On a, à mon avis, des formules de souplesse à trouver. Maintenant, sur l'hospitalisation à domicile, moi, ce qui me semble, c'est que l'hospitalisation à domicile doit quand même être réservée à des cas complexes. Mais dans les cas complexes, alors non seulement en matière de prise en charge de soins, mais aussi en matière de prise en charge de l'environnement, et notamment de l'environnement familial. À mon avis, la HAD, là, elle a un rôle à jouer, parce qu'on ne remet pas quelqu'un à son domicile sans avoir vérifié qu'il est possible de remettre cette personne à son domicile, avec son entourage familial, mais aussi avec le logement tel qu'il est fait. Et c'est là où, et je n'ai pas encore vu ça dans des services d'HAD, où il me semble qu'on devrait avoir dans tous les services d'HAD au moins des temps partiels ou etc., d'ergothérapeutes, de manière à voir si la personne est capable d'aller prendre son bain ou d'une douche, etc. Parce qu'il n'y a pas que des personnalités en HAD, on est bien d'accord.
voir l'aidant familial s'il est en capacité de supporter, entre guillemets, la permanence une permanence de vie à côté d'une personne malade, donc assistante sociale, psychologue, ergothérapeute, diététicien, pourquoi pas. Moi, ça, à mon avis, ça devrait vraiment être du rôle de l'HAD. Et c'est dans des conditions comme ça que vous pourriez non plus être en concurrence avec les HAD, mais bien en complémentarité avec une forme de prise en charge un peu plus allégée. Voilà. Mais là, je pense qu'il faut qu'on trouve de la souplesse. Et vous avez raison, je pense aussi qu'il faut qu'on revoie les indicateurs de prise en charge en HAD, d'avoir des référentiels. Il y en a déjà pour un certain nombre de maladies, mais je pense qu'il faut retravailler ceux qui existent et puis peut-être en avoir d'autres. On a quand même, si vous voulez, on s'aperçoit par exemple dans les prises en charge, bon, tout dépend du type d'HAD, mais il faut quand même être honnête, les prises en charge, des fois, si vous voulez, il faut remplir l'hospitalisation à domicile, le service, puisque on a quand même un volant de personnel salarié et qu'il y a une masse salariale, il y a des charges extrêmement importantes. Et des fois, les prises en charge se font pas sur des critères médicaux et de gravité, mais plus sur aussi, vous voyez, l'envers du SIAD, sur des critères financiers, en disant j'ai pas assez de patients dans mon SIAD, donc je prends un petit peu la catégorie en dessous. Vous voyez, et ça, on le sent très bien, puisque on a par exemple dans des petites communes où il y avait un hôpital local, cet hôpital local est des fois en difficulté, hein, surtout avec la mise en place de la T2A, donc ils ont un volant, ils ont monté une HAD, ils ont un volant sous l'aide d'infirmières qui passent de l'un à l'autre, puisque ce sont les infirmières salariées de l'hôpital. Il y a une activité importante, elle reste dans le service. Et là, dans ce cas-là, si l'HAD n'a pas assez de personnel, il fait appel aux libéraux. Et par contre, si l'hôpital n'a pas beaucoup d'activité, les infirmières salariées de l'hôpital sont dans l'HAD. On voit bien, si vous voulez, sur le terrain, comment ça marche, hein. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais c'est vrai que des fois, on assiste quand même à des prises en charge qui se font sur d'autres critères que des critères quand même de gravité. Ce qu'on a dit, qu'on se parle honnêtement, hein, et sincèrement, est-ce que les cas que vous nous citez en disant qu'il y a quand même un certain nombre de cas qui sont en HAD, qui ne devraient pas y être parce que les cas sont pas assez lourds au niveau de la prise en charge, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas beaucoup? Non, mais on n'a pas d'ordre d'idée, mais c'est vrai qu'on vous a donné cet exemple des pansements complexes qui nous tracassent particulièrement parce que la région, encore une fois, cette région Languedoc-Roussillon, vous avez 31% d'activité des HAD de Languedoc-Roussillon qui sont consacrés aux pansements complexes, alors que c'est la région où il y a le plus d'infirmiers libéraux, où il y a le plus d'offres de villes dans ce domaine, et en plus organisé via un réseau de télémédecine. Donc on peut quand même largement penser que, en fait, quand on regarde le graphique produit la Cour des comptes, on voit qu'il y a 50% de l'activité qui, en fait, relève d'une activité que des infirmiers libéraux, peut-être avec l'appui d'un SIAD, peuvent assumer. Alors, c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'il faut prendre ces 50% et les redonner aux libéraux, hein. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Évidemment, vous avez tout à fait raison. Il peut y avoir des plus-values de l'HAD, et ce que vous évoquez à l'égard du soutien aux aidants familiaux est absolument fondamental. Et cela, c'est vrai que l'infirmier libéral, il se rend au domicile, donc c'est quand même un des derniers professionnels de santé à se rendre au domicile des patients, c'est là où il travaille. Donc c'est vrai qu'il voit beaucoup de choses, mais donc, il est observateur de choses. Parfois, il peut prendre attirer l'attention d'acteurs pour prévenir le risque d'une fatigue des aidants familiaux, une souffrance, mais il n'a pas toujours les moyens d'agir ou d'apporter le soutien. C'est vrai. Donc, certainement que ça, c'est un aspect de plus-value. Mais voilà, il faut absolument que l'HAD puisse valoriser et donc garantir qu'elle apporte ces services-là, puissent valoriser ces services, ces plus-values, de manière à ce qu'elles prouvent aux acteurs, donc bien sûr aux patients, mais aussi aux médecins
traitants et aux autres professionnels de santé, tout ce qu'elle apporte de plus dans une prise en charge qui peut aller vers des cas de plus en plus lourds, de plus en plus complexes, avec des sorties d'hôpital de plus en plus tôt. Voilà, c'est évidemment absolument fondamental. Moi, je voudrais vous citer les paroles d'autres personnes que nous avons reçues qui nous ont caractérisé l'hospitalisation à domicile par rapport à une autre prise en charge de soins à domicile, en nous disant l'hospitalisation à domicile, c'est fait pour des maladies évolutives et les autres soins, c'est pour les maladies chroniques. Qu'est-ce que vous pensez de cette formule? Dans les maladies évolutives, si vous voulez, tout n'est pas à être pris en charge par l'hospitalisation à domicile, puisque on a des maladies évolutives, si vous voulez, où au stade primaire, il n'y a peut-être pas besoin de soins quand même très spécialisés. Alors après, évidemment, quand la maladie devient... Là, je voyais par exemple dans ce qui est pris en charge essentiellement par l'hospitalisation à domicile, les soins de nursing lourds. Effectivement, si vous voulez, certains patients qui au départ nécessitent des soins de nursing qui peuvent être faits par une personne, peuvent au fil du temps, si vous voulez, avoir besoin à 2 intervenants. Donc là, le SIAD sera peut-être vite débordé, n'aura pas forcément le matériel ni les moyens humains à sa disposition, et on peut envisager des formes de prise en charge comme ça. Mais les maladies évolutives, si vous voulez, il faut voir à quel stade on en est. Je crois que... Non, la dichotomie paraît un petit peu simpliste, mais parce que des maladies chroniques qui sont évolutives, en fait, c'est ça. Non, la problématique, c'est toujours la fluidité du système, c'est-à-dire la capacité à éviter au maximum, bien sûr, le retour à l'hospitalisation conventionnelle, mais la possibilité qu'il y ait des relais entre les acteurs selon l'évolution quand même de la situation. Et peut-être qu'il faudrait aussi se pencher sur des conventions de relais entre HAD et SIAD dans les deux sens selon les évolutions de l'état de santé des patients, avec peut-être des instances de coordination ou de suivi dans les territoires, parce que il ne faudrait pas que ça se fasse uniquement sur des critères économiques. Voilà. C'est la pire des choses, c'est que ce soit une question économique qui justifie le passage à l'un ou l'autre des deux systèmes. Pardon, on en revient un peu au parcours de soins du patient et au suivi. Parce que c'est vrai que quelquefois, on se pose des questions sur le suivi de certains patients que l'on renvoie à domicile pour des interventions qui ne sont pas très, très lourdes, mais qui peuvent se compliquer une fois qu'ils sont à la maison. Et moi, je m'interroge sur la coordination qui peut être assurée et le suivi qui peut être assuré après. Bon, il y a l'hospitalisation à domicile, mais par exemple, vous êtes infirmiers libéraux. C'est vrai que au fond, c'est le médecin prescripteur, c'est le médecin traitant qui prescrit les soins. Oui. Mais c'est vrai que bon, quelquefois, on peut s'interroger sur ce manque de coordination. Par exemple, parce que moi, je suis élue au département, dont au niveau des personnes âgées de l'APA, il y a une coordination qui se fait, me semble-t-il, et une information avec les clics sur ce que les patients, ce qu'ils peuvent avoir, entre guillemets, comme service à domicile et comme prise en charge. Peut-être que pour ce qui concerne, lorsqu'il n'y a pas hospitalisation à domicile, parce que peut-être c'est moins lourd, mais le suivi qui peut se mettre en place, comment ça peut se coordonner et comment les personnes peuvent-elles en être informées aussi? Parce que bon, l'information du patient n'est pas toujours... on a l'impression qu'on les ballotte un petit peu quelquefois, on ne leur demande pas toujours ce qu'ils souhaitent. Et voilà. Comment peut-on les informer réellement de ce dont ils peuvent bénéficier? Ce qui serait quand même bien avant tout, si vous voulez, c'est par exemple au niveau d'hospitalisation, parce que souvent le point de départ est là, hospitalisation, retour à domicile. On a quand même, nous les acteurs libéraux, si vous voulez, l'impression que on prend un paquet et on l'envoie ailleurs. Parce que les hospitalisations, les retours d'hospitalisation
ne sont quand même pas souvent bien coordonnées. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'on a des patients qui se retrouvent chez eux, il n'y a pas de portage de repas à domicile, l'auxiliaire de vie, elle n'est pas là ou elle n'a pas été prévenue, la famille, elle est inexistante, on ne connaît pas du tout, comme vous le disiez tout à l'heure à juste titre, l'état de logement de la personne, parce que des fois, ça, c'est un véritable problème, l'état d'hygiène du logement ou l'état de confort du logement, vous voyez. Et c'est déjà en amont qu'il faudrait travailler parce que, alors, il y a par exemple des prises en charge qui sont assez intéressantes. L'assurance maladie a mis un certain nombre de dispositifs, par exemple le Prado orthopédie, où il y a vraiment, avant la sortie, si vous voulez, toute une enquête. C'est sûr qu'il y a des intervenants, que le patient peut bien rentrer chez lui, etc. Mais souvent, les hospitalisations, les retours d'hospitalisation, c'est des fois un peu brutal. Vous avez l'impression que l'hôpital, il manque de place, ils ont besoin d'un lit. Et à 15 heures, ils disent aux patients, bon, hop, vous sortez cet après-midi, hein. Et puis, nous, les libéraux, on se débrouille. On n'a pas toujours les produits. Et puis, si c'est un vendredi soir, bah, trouver l'auxiliaire de vie, trouver tout ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est peut-être sur la prise en charge, si vous voulez, en amont, qu'il faudrait réfléchir. Parce que le patient, effectivement, on doit lui organiser après son retour, on doit aussi s'assurer que tout est bien mis en place. En parlant toujours dans l'hospitalisation à domicile, vous disiez qu'il y avait donc des prises en charge en hospitalisation à domicile qui n'étaient pas tout à fait justifiées, ce dont je veux bien convenir. Mais par contre, je crois qu'il y a un manque d'hospitalisation à domicile dans certains endroits en France. C'est-à-dire qu'il y a des malades qui sortent de l'hôpital, qui relèveraient vraiment d'hospitalisation à domicile, mais comme il n'y a pas de service, ou même s'il y a un service, parce que les médecins hospitaliers ne sont pas informés ou formés, il n'y a pas de prescription pour l'hospitalisation à domicile et le malade il se débrouille un peu tout seul en faisant appel à vous, si vous êtes là, parce que vous n'êtes pas toujours là non plus, hein, et vous avez aussi des périodes de vacances, des week-ends, des congés. Mais ça existe. Non, mais ça existe aussi, il faut le reconnaître. Il y a aussi des difficultés quelquefois. Et puis quand une personne sort, on sait bien que c'est quelquefois, hélas, du jour au lendemain. Si la famille n'est pas extrêmement réactive, pour trouver un infirmier pour le lendemain, même les transports, enfin, etc., c'est un petit peu difficile. Mais je crois que... je ne sais pas si vous avez connaissance du manque d'information d'un certain nombre de médecins, soit traitants, soit des médecins hospitaliers, qui pourraient être prescripteurs aussi de l'hospitalisation à domicile, voire d'un service de soins à domicile. Les services de soins à domicile, je pense quand même que notamment les médecins traitants sont quand même bien au fait, puisque bon, c'est sur un territoire donné, donc en général, ils connaissent les intervenants, parce que bon, c'est pareil, il y a une prise en charge médicale, donc en général, l'infirmière coordinatrice du SIAD va voir le médecin traitant pour faire remplir le dossier, donc on sait que ça existe, on connaît les intervenants. Sur la prise en charge de l'hospitalisation à domicile, il est possible que dans certains territoires, bon, et on le voit bien malheureusement dans beaucoup de professions médicales, si vous voulez, autant on en parlait tout à l'heure, il y a des zones qui sont bien trop pourvues et puis des zones qui sont des véritables déserts. Bon, alors nous les infirmiers, on a été la première profession de santé à signer un accord sur la démographie, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, hein, parce que la démographie, comme on le disait tout à l'heure, dans le sud de la France, n'est évidemment pas la même que dans certains territoires en province ou même en région parisienne, puisque certains territoires de la région parisienne sont laissés pour compte aussi. Je me permets de compléter, il peut y avoir aussi une autre dimension, parce qu'on a dit qu'on disait les choses, qui est que je pense particulièrement au post-opératoire, la sortie de chirurgie, notamment de chirurgie ambulatoire, qui est devenue extrêmement rapide et qui est effectuée, vous le savez, en grande majorité par des cliniques privées. Les cliniques privées, les médecins surtout libéraux, parce qu'ils ne sont pas salariés des cliniques, donc ces médecins libéraux de spécialistes, notamment les anesthésistes, vont faire sortir très vite des patients qui sont encore sous produits anesthésiants et qui vont devoir avoir une prise en charge de la douleur, mais les font sortir à domicile sans faire appel à l'HAD, parce que l'HAD, elle relève de l'hôpital public. Donc on n'est pas, on est dans des mondes différents. Et alors, je me souviens qu'il y a quelques années, j'ai participé à une réunion de coordination de tous les acteurs à Nantes sur cette question, parce que à Nantes, il y a de très grosses cliniques, des
des vaisseaux amiraux, si je puis dire, de la chirurgie, notamment orthopédique, de prothèses de hanches, des choses comme ça, et avec des pratiques donc de sortie évidemment très rapide de patients, prothèses de hanche en chirurgie ambulatoire, personne sort dans la journée, ça, on se retrouve à domicile et il faut lui administrer des produits anesthésiants, mais dans des doses qui sont en fait des doses dentalgiques, mais très puissants, à domicile. Et en réalité, c'était une prise en charge hospitalière auparavant. Et alors, on s'en remet finalement, là, pour le coup, à l'infirmière libérale. Et alors, se trouve dans une situation très difficile parce que, alors, elle peut être formée par le médecin anesthésiste parce que ce sont des injections dans des cathéters périnerveuses très spécifiques. Donc, mais l'infirmière peut maîtriser ça par une formation. Le problème, c'est que son cadre de compétences, son décret de compétences ne lui permet pas de faire ça au domicile. C'est-à-dire que normalement, c'est un acte qu'elle fait en présence, enfin avec la possibilité qu'à tout moment un médecin puisse intervenir. Et là, au domicile, le médecin ne peut pas intervenir. Enfin, il y a le centre 15, mais il ne va pas intervenir à tout moment. Donc il y a déjà un problème de responsabilité de l'infirmière qui va faire ce geste au domicile, alors que normalement elle doit le faire dans un environnement où il y a la présence d'un médecin. Et puis il y a un problème de nomenclature qui est que c'est un acte qui n'est pas pris en charge par la nomenclature de l'assurance maladie, qui n'a pas, c'est pas adapté à ces évolutions de prise en charge. Alors, ça devrait relever de l'HAD. C'est vrai que si il n'y avait pas ces cloisonnements, dans le fond, au sein de l'HAD, ça pourrait être pris en charge. Ou alors, dans ce cas-là, si ça ne peut pas être l'HAD, eh ben, il faut faire évoluer le cadre de compétences de l'infirmier, mais tous les infirmiers ne sont pas prêts nécessairement à faire ces gestes complexes de perfusion qu'il faut suivre, donc ça nécessite quand même un certain temps, et puis le patient peut être vraiment, c'est des patients qui, encore une fois, ont subi une très grosse opération chirurgicale, donc c'est compliqué. Voilà, c'est un exemple, et pas uniquement à cet endroit-là, mais j'avais vraiment constaté la très grande difficulté d'acteurs de médicaux, chirurgicaux en l'occurrence libéraux, à travailler avec l'HAD, à faire appel au service de l'HAD, alors que là en l'occurrence ça aurait pu être tout à fait justifié. J'ai une question. Donc le constat qu'on peut faire tous ensemble, c'est qu'effectivement il manque de fluidité dans le parcours du patient, il manque peut-être aussi de la communication entre les différents intervenants, hein, même s'ils sont, enfin surtout quand ils ne sont pas dans la même structure. Je pense qu'effectivement dans l'hospitalisation à domicile, les différents intervenants arrivent à se retrouver pour parler. Alors, je pense que pour pouvoir avancer sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il y ait un coordinateur qui puisse chapeauter un peu la prise en charge et qui, à un moment donné, dit cette personne-là a plutôt besoin d'une hospitalisation à domicile, ou vous pensez que, alors de toute façon, même s'il y a quelque chose qui se met en place comme cela, il faudra, je pense quand même qu'il y ait une certaine concertation entre les différents intervenants pour qu'on puisse se mettre d'accord. Mais d'après vous, est-ce qu'aujourd'hui l'élément de coordination existe ou est-ce qu'il faut l'inventer? On peut quand même voir les choses de manière optimiste quand on voit les dispositifs que la loi de modernisation de notre système de santé prévoit. Hein. C'est vrai que cette question, elle est vraiment au cœur même en tout cas du titre 1 de la loi sur la question de la coordination des soins de ville et des prises en charge entre la ville et l'hôpital, visant à améliorer la fluidité. Bien sûr, il y a la lettre de liaison qui a été mise dans la loi. Ça peut paraître insensé qu'on ait besoin de mettre ça dans la loi, mais au moins, on rend les choses opposables, parce que c'est vrai que les acteurs constatent quotidiennement ce manque d'information. Il y a aussi, bien sûr, les systèmes d'information, services d'information organisés donc, dans le cadre de la loi, qui devraient permettre de mieux informer les patients, les acteurs des différentes offres, bien entendu. Alors le coordonnateur,
alors, il y a des plateformes d'appui, mais elles sont davantage pour les pathologies chroniques, mais pourquoi pas? C'est évidemment une démarche très intéressante, ces plateformes d'appui que prévoit la loi. Alors, ça peut pas régler nécessairement tous les cas qu'on a pu citer de difficultés de cohérence dans le système de soins. Après, voilà, l'acteur unique de coordination, c'est peut-être un vœu pieux. Ça va paraître difficile quand même de le mettre en œuvre, compte tenu de la variété des profils, des prises en charge, des situations, notamment des situations au domicile, des très grandes différences de situations personnelles, familiales, domicile. Ça demande quand même des prises en charge très adaptées. Ça paraît difficile d'avoir un acteur unique de coordination. Évidemment, le médecin traitant a un rôle absolument clé, mais il faut peut-être là lui donner plus de moyens de la coordination. C'est vrai que ça passe aussi par des financements adéquats. Alors, ça se développe dans le cadre des financements de forfaits de coordination, se développe dans le cadre des structures coordonnées, des maisons de santé, au travers de l'accord cadre interprofessionnel. Ça peut être aussi le rôle d'autres acteurs de santé, mais dans le cadre de l'équipe de soins. C'est certainement une voie. Est-ce que ça sera suffisant? On peut quand même en douter, mais c'est certain qu'on va quand même... Voilà, l'ensemble de ces dispositifs va plutôt dans le bon sens. En tout cas, il y a une prise de conscience et je pense que plus personne ne peut s'opposer, en tout cas, à l'idée qu'on manque encore de coordination dans les soins de ville et qu'on a besoin de développer ces dispositifs. Un seul dispositif, peut-être pas, mais une variété de dispositifs comme la loi de santé de modernisation du système de santé le propose, et d'autres dispositifs, notamment conventionnels, oui, ça paraît être quand même la marche à suivre. La marche est peut-être encore un peu longue, mais on est sur la bonne voie. Vous avez d'autres éléments à nous donner? Un point sur lequel moi j'aimerais bien insister, si vous voulez, c'est la compétence des infirmiers. Aujourd'hui, on a quand même sur le territoire une démographie infirmière, contrairement à celle des médecins, qui est plutôt dans une évolution importante. Donc on va espérer quand même que la majorité des territoires vont être couverts. Et on s'aperçoit que on est une profession donc de plus en plus nombreuse qui quand même a un niveau de formation assez bien fait. Mais par contre, c'est une profession qui au niveau des actes n'a pas beaucoup évolué. Hein, comme on le disait tout à l'heure, un certain nombre d'actes, si vous voulez, pourraient très bien être faits par des infirmiers. Et finalement, des fois, on ne donne pas la possibilité aux infirmiers de faire évoluer leur nomenclature, tout simplement, que des actes nouveaux pourraient être inscrits à la nomenclature, ou que des formations spécifiques en cancérologie ou des choses comme ça, que les infirmiers soient habilités à les faire, sous contrainte d'avoir une formation et sous peine que cette valorisation des actes soit inscrite à la nomenclature, parce que des fois aussi c'est un obstacle à la prise en charge de certains patients. On est obligé de passer par des structures parce que nous n'avons pas soit la compétence, soit le moyen de nous faire rémunérer d'un certain nombre d'actes, puisqu'ils ne sont pas inscrits. Pardon, je vous en prie. Alors, notamment en cancérologie, on parlait d'hospitalisation à domicile. Bon, le rapport visait les chimiothérapies intraveineuses. Quand même, aujourd'hui, quand on voit l'évolution de la chimiothérapie, elle est beaucoup plus orale qu'intraveineuse. Et on vous dit que d'ici peu de temps, on aura 75% de chimiothérapie orale. Il faut quand même savoir que les chimiothérapies orales sont beaucoup plus dangereuses que les chimiothérapies intraveineuses. Et qu'en plus, si vous voulez, ça nécessite quand même que le patient soit bien formé, qu'il ait vraiment compris la façon dont il devait prendre son traitement. Et vous voyez, par exemple, il nous manque, nous, les infirmiers libéraux, un acte de surveillance. Hein, on l'a déjà dit, dans des réunions au ministère de la Santé où il y a eu toute une concertation de fait sur la chimiothérapie orale, parce que c'est quand même l'avenir.
Aujourd'hui, nous, les infirmiers libéraux, on pourrait très bien aller chez les patients, faire une consultation hebdomadaire, voir si le traitement est correctement pris, voir détecter des effets secondaires indésirables. On pourrait faire d'éducation thérapeutique, on pourrait faire ça un certain nombre de choses. Mais malheureusement, ce genre d'acte, vous voyez, n'existe pas. Aujourd'hui, on ne peut pas en être rémunéré parce que ce n'est pas notre nomenclature. Et c'est dans ce type de prise en charge, je pense qu'il faudrait aller parce que aujourd'hui, des fois, c'est ce qui nous fait un petit peu sourire sur l'hospitalisation à domicile. On a l'impression que l'hospitalisation, elle doit être la plus courte possible, hein, puisqu'on parle bien de plus en plus de chirurgie ambulatoire et le patient, il reste peu de temps à l'hôpital. Mais finalement, on veut remettre l'hôpital à domicile. C'est peut-être pas toujours la raison. Il serait peut-être mieux de prévoir une autre prise en charge. Et c'est un petit peu dommage qu'il y ait autant d'infirmières, si vous voulez, qui ont des compétences et que ces compétences, finalement, ne sont pas toujours bien employées. Je ne peux pas abuser du tout. Non, oui. Bon, je sais pas, vous ne me répondrez peut-être pas, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce sont les médecins qui freinent justement pour que vous ayez un peu plus d'autonomie? Parce qu'effectivement, dans les départements où il y a des déserts médicaux, quelquefois les infirmiers, pour des actes simples, pourraient remplacer, entre guillemets, pourraient faire ces actes-là. Mais j'ai voulu émettre cette suggestion. On m'a répondu que je voulais revenir à une médecine coloniale. Alors, c'est un médecin qui m'a dit ça. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est quand même qu'avec les médecins, bon, les choses sont en train d'évoluer. Bon, nous, dans notre profession, on est en train de parler de pratiques avancées, par exemple, pour les infirmières, hein. C'est un petit peu un échelon intermédiaire entre l'infirmière DE et puis le médecin. Donc, je pense qu'il y a quand même des solutions possibles. Et aujourd'hui, bon, il y a quand même tout un travail de fait, de concertation. Il y a quand même des relations. Vous savez, on parle toujours quand même du couple médecin-infirmier. Alors, je sais que des fois, bon, les médecins aiment bien quand même avoir toujours ce côté un peu paternaliste envers l'infirmière, surtout s'il s'agit d'une femme. Mais il y a quand même des évolutions qui se font parce que bon, les générations changent aussi. Et puis on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de prises en charge de toute façon que les médecins demain ne pourront plus faire. Donc il faudra aussi faire un petit peu de transfert de compétences, hein. Complète juste parce que je ne veux pas abuser de votre temps, mais c'est vrai que cette question de la pratique avancée, elle a quand même fait un bond en avant grâce à la loi de modernisation du système de santé, hein. C'est vrai que là, on a vraiment il y a un statut qui existe maintenant. Bon, alors, il va falloir des textes d'application, mais qui permet vraiment d'encadrer juridiquement des rôles d'infirmiers experts dans des domaines, y compris de la coordination. On parlait de la coordination soignante, sociale, etc. Ça fait partie de la définition que la loi de modernisation du système de santé donne de la pratique avancée, cette notion de coordination. C'est aussi effectivement un rôle de prescription, d'adaptation de prescription, donc une possibilité d'adapter justement, on parlait de pathologies évolutives, donc d'adapter sur du long cours des traitements, et on va vers cela. C'est vrai que il faut faire attention aux susceptibilités, mais on a vraiment senti que dans le cadre du débat de la loi de modernisation du système de santé, le sujet de la pratique avancée n'a pas été le principal point de crispation des médecins. Il y en avait d'autres, mais là-dessus, finalement, les spécialistes, notamment des médecins spécialistes, justement des prescripteurs hospitaliers qui peuvent être des prescripteurs de l'HAD, évoluent peut-être plus facilement, c'est vrai, que les médecins généralistes qui peuvent craindre, et à juste titre, vous citez le cas de zones déficitaires où on pourrait conférer aux infirmières un rôle d'expert qui leur permettrait d'intervenir en termes de prescription, d'un certain nombre d'examens, etc. Donc ça peut effectivement inquiéter les médecins généralistes, mais on voit qu'en revanche, dans nombre de spécialités, les médecins spécialistes poussent assez à l'idée d'avoir des infirmières, de voir monter en
en charge des infirmières expertes. Assez récemment, nous avons organisé un colloque et Guy Valencien, qui est un chirurgien urologue, citait le cas donc de ces infirmières expertes qu'il a fait monter en charge dans son service pour effectuer un certain nombre d'actes, mais aussi pour prendre le temps avec les patients, du temps que les médecins n'ont plus nécessairement. Et ce temps, il est fondamental parce que c'est un élément de la coordination, c'est un élément aussi du dépistage, si je puis dire, des risques, notamment sociaux. Vous citiez le cas des aidants, et c'est vrai que si on a le temps de faire des consultations longues, ce sont des consultations qui sont autant sanitaires, médicales que sociales. Et ça, c'est un élément absolument clé pour l'avenir. Voilà, donc bien écoutez, nous vous remercions